2050, l'Odyssée de l'immobilier bas carbone sur Carbone Zéro, la radio. Bonjour, bienvenue dans 2050, l'Odyssée de l'immobilier bas carbone, un podcast Carbone Zéro, la radio, avec évidemment beaucoup de leviers qui sont évoqués quand on parle d'immobilier bas carbone, la performance énergétique, l'intégration de la nature, les énergies renouvelables, la diminution évidemment de l'empreinte carbone, le volet social aussi qu'il ne faut pas oublier. On passe en revue tous ces leviers pour atteindre une trajectoire bas carbone et le sujet c'est comment accompagner tous les acteurs de la chaîne de valeur immobilière vers cet immobilier bas carbone. Pour en parler, ravi d'accueillir Stéphane Carpier, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directeur associé de Enco Conseil, donc qui, tel que dit son nom, évidemment, vous accompagnez, vous livrez, on va dire, du conseil à tous ces acteurs de l'immobilier. Quelques mots avant de rentrer dans le détail sur ce sujet, justement pour vous présenter et présenter Enco Conseil. Donc Enco Conseil est une structure de conseil, comme vous l'avez dit, très justement, qui s'est créée il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant, en avril 2020. Ça rappelle un petit peu cette période. Oui. Et c'est pas anodin si je parle de ça, c'est parce que depuis, effectivement, le sujet de la responsabilité sociétale d'entreprise prend de plus en plus de place dans le secteur de l'immobilier. Et effectivement, on accompagne tous les acteurs de la chaîne immobilière, donc évidemment les donneurs d'ordre, investisseurs, propriétaires, promoteurs, bailleurs, mais aussi ceux qui fabriquent les immeubles, les maîtres d'œuvre, les architectes, les bureaux d'études techniques, ceux qui les construisent, les entreprises, ceux qui les exploitent, les property managers, les entreprises de facility management, et puis bien évidemment les occupants aussi, à intégrer la dimension de responsabilité sociétale d'entreprise dans le sujet de la construction, de l'exploitation ou de l'évolution des immeubles. Voilà, vous avez une vision, on va dire, à 360 degrés de ces sujets-là. Exactement. Et un petit mot, parce qu'on va parler de RSE, vous êtes aussi société à mission, avec un nom, vous me l'avez dit en coulisses, inspiré d'un mot japonais qui explique clairement les choses quand on parle de responsabilité sociale des entreprises. On l'a européanisé, francisé, pour les besoins de la présentation de la société. Pour autant, l'origine du nom est un nom japonais, Enco. Alors, je ne le prononce pas forcément très bien, et puis je vous épargnerai les kanji. Mais en tout cas, ça signifie le changement sans retour. C'est une des 7 façons de dire le changement en japonais. Et si on a retenu ce nom, c'est parce qu'effectivement, il symbolise bien l'engagement que l'on souhaite donner à nos clients, c'est-à-dire un changement qui va les amener à progresser, à évoluer, à créer de la valeur pour eux. Et évidemment, quand on s'engage dans cette voie-là, on ne va pas faire de retour en arrière. Exactement. Et c'est pour ça aussi que vous êtes société à mission, parce qu'il y a un enjeu fort à porter. Dès l'origine, on s'est créé en société à mission. On a intégré dans nos statuts notre raison d'être et les objectifs que l'on s'est donnés. Notre raison d'être, alors dit de façon très succincte, parce qu'elle est un peu plus longue que celle-ci, mais c'est transformer les pratiques immobilières pour un impact positif sur les hommes et l'environnement. Et on s'est doté de 4 objectifs majeurs, à la fois le fait d'accompagner tous les acteurs, donc de les aider à progresser, quelle que soit leur maturité sur le sujet. Travailler aussi avec toute la place, ne pas se limiter, et puis travailler aussi avec au-delà de notre activité au quotidien, faire progresser la démarche. C'est pour ça notamment que l'on organise un certain nombre de rencontres. On en organise une par exemple jeudi qui arrive. On a appelé ça les Jeux discutés RSE. Alors pardon pour le jeu de mots, mais Jeux discutés RSE, évidemment c'est un jeudi et on y discute de RSE. Le prochain numéro est autour de la biodiversité, puisque c'est aussi un enjeu majeur, tout comme le carbone. On comprend mieux évidemment tout ce qu'il y a comme enjeu derrière ça. Vous avez parlé à un moment de maturité, justement, parce que là on est en train de parler d'accompagner les entreprises, comment on peut parvenir à faire de l'immobilier bas carbone. Il y a des degrés divers et variés. Est-ce qu'on sent quand même que ça y est, le secteur de l'immobilier va y aller? On dit souvent qu'il faut un peu bouger beaucoup. Le secteur de l'immobilier, il va, oui, évidemment. Bien évidemment, ça a été aussi impulsé, initié par la démarche RE 2020, réglementation environnementale 2020, qui est apparue quand même assez récemment et qui se met en place, que ce soit pour l'immobilier tertiaire de bureau, mais aussi pour l'immobilier résidentiel, en ayant commencé effectivement par l'immobilier résidentiel. Pour ça, il y a eu des démarches de prémices avec le label E+C-, par exemple, sur lesquels on avait travaillé à l'origine, notamment avec des promoteurs sur les impacts dans leur business model, comment ça pouvait se traduire. Mais au-delà de ça, il ne faut pas oublier que le neuf, travailler le neuf, c'est très bien. On travaille évidemment à la fois sur la réduction des consommations d'énergie et aussi sur ce qu'on appelle le poids carbone embarqué, la traduction assez littérale de l'anglais qui est embodied carbon. Donc le poids des solutions techniques que l'on déploie. Mais il ne faut pas oublier tout le patrimoine existant, parce qu'évidemment, lui aussi a besoin de progresser. Et c'est là aussi un secteur sur lequel on travaille beaucoup aujourd'hui.
Et justement, on en est où? Parce qu'on en parle beaucoup, on parle des ambitions à l'État qui a donné un coup de booster aussi à MaPrimeRénov'. C'est un peu un serpent de mer, hein, la rénovation énergétique, parce qu'on sait que justement derrière vous, il y a marqué 2050, on a quand même un sacré enjeu notamment de stratégie de neutralité bas carbone. Donc ça y est, on sent là aussi le coup de booster. Alors, on sent à différents niveaux, à différents degrés. On sent qu'il y a une ambition, effectivement, que ce soit de la part des pouvoirs publics, mais aussi des structures privées, de prendre le sujet à bras-le-corps. La plupart ont compris aujourd'hui, typiquement dans le résidentiel, c'est le cas, avec les étiquettes DPE, ont senti qu'il y avait une valeur à l'approche carbone dans l'immobilier. Pour autant, vous parliez tout à l'heure de MaPrimeRénov', on a quand même un focus d'analyse qui est la consommation d'énergie du bâtiment, que certes on traduit en émissions de CO2, mais on en reste à ce niveau-là. Or, si on veut vraiment travailler l'ensemble du sujet, il faut aussi s'intéresser encore une fois au carbone embarqué, aux solutions carbone. Il ne s'agit pas aujourd'hui, comme on peut le voir parfois, de se dire je suis sur un système énergétique qui a 5 ans d'existence, je vais le remplacer pour faire des économies d'énergie. Pour autant, l'amortissement du poids carbone de cette solution qui n'a que 5 ans d'existence, il faut quand même l'interroger. On ne peut pas aujourd'hui se dire je mets tout à la poubelle et tout ça pour faire des économies d'énergie, parce que le carbone que l'on a généré pour fabriquer les solutions, il existe, il a été émis à un moment donné, et le remplacer par des nouvelles solutions, c'est à nouveau réémettre du CO2 à l'atmosphère. Et vraiment, il faut se poser la question de ce temps de retour carbone des solutions que l'on déploie. Exactement. Donc ça veut dire que vous, ce que vous proposez quand vous accompagnez, c'est de mesurer, de toute façon on ne peut pas agir sans mesurer, ce fameux impact CO2 embarqué. Exactement. Aujourd'hui, on commence une mission avec une société qui s'appelle PIMCO, donc anciennement Allianz Real Estate, où ils nous ont interrogés en fait sur l'évolution d'un actif qui a été livré en 2005, qui est un actif qui se situe à Issy-les-Moulineaux, et l'amélioration de cet actif dans une approche non seulement évidemment des critères tertiaires, donc réduction des consommations d'énergie, et puis j'y reviendrai après aussi, mais sur une autre approche qui s'appelle le CREM, Carbon Risk Real Estate Monitor. On rentrera peut-être dans le détail après si vous voulez, mais qui est en fait une approche qui permet d'identifier en fait le niveau maximum d'émissions de CO2 d'un actif suivant différentes années. Et dans la discussion que j'ai eue avec ce client, là où initialement ils étaient très focalisés sur la partie émissions de CO2 liées à la consommation, je les ai amenés à réfléchir aussi, à se dire ce serait quand même intéressant de regarder le poids carbone des solutions que l'on va développer. Et donc dans la mission qu'on développe avec eux, c'est une mission très courte, ça dure 2 mois d'audit, mais on apporte cette solution aussi d'analyse et d'essayer d'identifier le temps de retour carbone des solutions qu'on va leur proposer. Oui, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est d'utiliser de plus en plus des outils scientifique, on le voit avec le Science Based Target, avec là vous parlez de ce projet CREM, c'est ça, exactement. Carbon Risk Real Estate Monitor, pour bien parler français on va dire, et qui, voilà, l'objectif c'est d'évaluer les trajectoires pour justement répondre aux fameux accords de Paris. Exactement. Le CREM en fait, c'est une méthodologie, on va dire, qui a été initiée par une université irlandaise à l'origine, et puis de nombreux investisseurs se sont intéressés à cette démarche, puisqu'en fait, elle a l'avantage, je dirais, immeuble par immeuble, activité par activité dans chacun des immeubles, en fonction de si vous avez un actif qui héberge du bureau, de l'hôtellerie, du résidentiel, du commerce. Vous avez jusqu'à 2050 le niveau maximal admissible en émissions de CO2, donc en kilogrammes de CO2 par mètre carré et par an, que vous êtes autorisé à émettre si vous voulez vous afficher dans une trajectoire 1,5 degré ou 2 degrés, suivant celle des accords de Paris. Donc évidemment, ça rejoint, vous parliez tout à l'heure de la Science Based Target Initiative, ça rejoint un peu cette démarche aussi qui, elle, est plutôt à l'échelle d'un acteur, mais à l'échelle d'un portefeuille, on a un peu la similarité de se dire, est-ce qu'on peut se revendiquer ou pas d'être dans cette trajectoire 1,5 degré. C'est vraiment c'est une démarche qu'on a menée avec la française REM, la française Real Estate Manager, qui avait pour objectif justement d'identifier le niveau de performance des actifs à la date d'aujourd'hui et de se projeter à 2030 et de voir si à 2030 les actifs étaient toujours conformes ou pas à cette trajectoire CREM. S'ils ne l'étaient pas, quelles étaient les actions engagées pour pouvoir le rendre compatible. D'accord, avec un patrimoine quand même pour la française dont vous parlez, Real Estate Manager, qui est de près de... Un peu plus de 800 actifs. Oui, c'est ça, un peu plus de 800 actifs, donc il y a quand même, et ça totalise 18,6 milliards d'euros de parc, donc c'est quand même énorme comme stratégie. Donc là, vous en êtes où concrètement dans cette action menée avec alors, la française ? l'étude a été rendue, les plans d'action ont été imaginés. Le travail qu'on avait initié, parce qu'en fait,
c'est une approche macro. Évidemment, on n'a pas audité chacun des actifs du patrimoine. On a travaillé avec des outils de pardon, j'ai oublié le terme, avec des outils d'algorithmes, par des modélisations énergétiques notamment, en travaillant avec l'intelligence artificielle et différents outils comme ça, pour amener la Française à identifier un plan d'action, mais un plan d'action qui puisse être déployé sur la globalité du portefeuille. Donc on s'est contraint, enfin on a été contraint par le client, mais en accord, on a retenu cette démarche, qui a été de dire on retient au maximum 30 actions, pour ne pas en avoir pléthore et essayer d'unifier en fait l'ensemble de la démarche au sein de toute la structure. Donc on a retenu ces 30 actions aujourd'hui, que ce soit sur du bureau, sur du résidentiel, sur de l'hôtellerie, sur du commerce. Ils ont même des bâtiments de santé et puis des bâtiments logistiques. Donc voilà, ces 30 actions sont sur différents types d'activités, n'apportent pas forcément évidemment les mêmes gains, ne représentent pas le même coût d'investissement, mais à chaque fois, en fonction des différentes actions qui étaient mobilisables par rapport à la qualité de l'immeuble, la qualité initiale et les caractéristiques intrinsèques de l'immeuble, on a identifié le gain énergétique, le gain en émissions de CO2 et le coût associé à un horizon 2030, voire plus loin s'il s'agit d'améliorer encore l'actif. Et alors Stéphane Carpier, vous avez parlé tout à l'heure de valeur immobilière aussi. Alors on parlait de réglementation avec la RE 2020. Il y a aussi globalement évidemment une réglementation européenne qui va pousser beaucoup, notamment le reporting extra-financier des sociétés immobilières avec cette fameuse directive européenne CSRD qui va arriver là en janvier 2024. Il y a la fameuse taxonomie européenne aussi, donc il ne faut pas l'oublier. Ça désigne la classification, c'est ça, des activités économiques qui ont un impact favorable justement sur l'environnement. En fait, la taxonomie, effectivement, a pour vocation d'identifier les activités dites vertes, donc de pouvoir attirer les investissements qui veulent aller vers des activités vertes. Et effectivement, dans notre secteur de l'immobilier, le sujet de la taxonomie, c'est de savoir si j'investis ou pas sur un actif. Est-ce qu'il est vert? Est-ce qu'il n'est pas vert? Et s'il est vert, est-ce qu'effectivement je mets de l'argent dessus en considérant que à terme mon investissement sera plus rentable? Donc on commence à voir apparaître, même plus que voir apparaître, ça commence vraiment à se matérialiser la notion de valeur des actifs avec cet élément-là. Et aujourd'hui, effectivement, la taxonomie est avant tout sur des sujets énergie carbone, alors, principalement énergie aujourd'hui, puisque pour être taxonomie compliant, il faut être soit DPE classe A, soit dans les 15% des meilleurs actifs en termes de consommation d'énergie du pays. En énergie primaire, là aussi, il y a aussi beaucoup de notions entre énergie finale et énergie primaire. Mais on voit tout de suite que avec le CRREM qui apparaît, comme j'en ai parlé tout à l'heure, qui fait plus qu'apparaître, qui est présent aujourd'hui dans les discussions, c'est vraiment le sujet de l'émission de CO2 qui va prendre le pas sur le reste. Et effectivement que la directive européenne sur la CSRD va amener aussi tous les acteurs de l'immobilier, et là on ne parle pas uniquement des propriétaires de bâtiments, mais on parle de tous les acteurs, et on travaille déjà avec des sociétés, par exemple du bâtiment et des travaux publics, qui vont avoir une obligation de reporting sur cette CSRD, donc de les aider à construire leurs indicateurs de pilotage, de les aider à publier sur ces indicateurs de pilotage et de montrer une trajectoire qui va vers une trajectoire responsable d'amélioration de leurs impacts. Voilà, parce que c'est aussi la pérennité de ces entreprises qui est en jeu, il faut bien le dire. Complètement. Alors la pérennité, non seulement la pérennité de l'activité, c'est-à-dire comment, en tant que donneur d'ordre, à quelles entreprises je vais faire appel pour, par exemple, faire mes travaux, pour exploiter mon bâtiment, si on parle de property ou de facility manager. Est-ce qu'à un moment donné, je vais intégrer cette notion d'entreprise plus responsable qu'une autre et on commence à voir apparaître de plus en plus d'acteurs qui vraiment mettent ça en avant. On accompagne aussi, par exemple, on a accompagné des entreprises de contractants général, ou généraux, je ne sais pas comment on dit, un contractant général en tout cas, sur l'intégration de cette dimension-là pour demain pouvoir continuer d'avoir accès à des marchés. Et donc, on est vraiment dans cette approche de à la fois produire du reporting, mais c'est pas juste produire du reporting, c'est produire du reporting pour démontrer la qualité de ma démarche et comment j'améliore les impacts au sens large. Et donc on reboucle la boucle, c'est un changement sans retour. Là, typiquement, on sent bien que là, en très peu de temps, là, les choses s'accélèrent beaucoup. Tout à fait. Et que vraiment, toutes les structures de l'immobilier ont besoin d'être accompagnées pour prendre ce virage. Elles ont d'autant plus besoin d'être accompagnées que, et si je prends effectivement, alors autant les grands investisseurs, les grands propriétaires sont au courant de ces notions-là. Quand on descend, parce que le tissu du bâtiment et de l'immobilier, c'est beaucoup de PME, et des PME qui peuvent être plus
M que P. C'est quand même des entreprises qui commencent à être un peu importantes. Ne sont pas forcément informés de tout ça. Et notre travail est aussi de les informer, alors évidemment aussi pour les accompagner, pour être plus performants demain, mais aussi de leur faire prendre conscience de ces enjeux et de la façon de demain assurer leur pérennité, pour reprendre les termes que vous mentionniez tout à l'heure. Eh ben, merci beaucoup en tout cas à vous Stéphane Carpier, directeur associé de Henco Conseil, d'être venu nous éclairer sur cet accompagnement à 360 degrés des acteurs de la chaîne de valeur immobilière. C'était donc 2050, l'Odyssée de l'immobilier bas carbone, et à bientôt sur Carbone Zéro, la radio. 2050, l'Odyssée de l'immobilier bas carbone sur Carbone Zéro, la radio.